voilà, après ces remerciements qui ne sont pas d'ailleurs des remerciements d'usage, ils sont très, très sincères, je voudrais vous parler en effet de cette séquence historique tellement intéressante, passionnante, même dramatique évidemment, qui est le mois de juin 40, qui est un peu le point de départ de ce petit ouvrage, mais qui est aussi extraordinairement, au milieu des drames, extraordinairement pédagogique, parce que je crois qu'il met en scène les deux éléments nourriciers de la politique française, de toute politique nationale, mais la politique française, je crois, les illustre mieux que tout autre, qui est le couple, car c'est un couple légitimité et souveraineté. On peut mettre l'accent sur la légitimité, on peut mettre l'accent sur ce que vous faites, et vous avez raison, on peut mettre l'accent sur la souveraineté, ce que j'ai beaucoup fait, notamment dans le cadre européen, mais aucune ne peut vivre sans l'autre. Que serait un souverain, c'est-à-dire quelqu'un capable de prendre des décisions qui influent sur le cours de l'histoire, s'il n'était pas légitime, ce serait un imposteur. Et que serait une autorité légitime si elle n'était pas souveraine, si elle n'était pas capable de décision. C'est au fond toute la trame de l'histoire de France que de voir le jeu de ces deux principes fondateurs. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là sont peut-être cardinaux. Il y a aussi le principe d'unité nationale, que j'ai toujours à cœur d'illustrer, contre ceux qui, alors que l'ennemi est aux portes et que le pays est à moitié envahi, prétendent maintenir des querelles et désunir jusqu'aux patriotes. Ceux-là sont, vous y faisiez allusion tout à l'heure, je crois, Jean-Christian, je les crois extrêmement coupables, parce qu'on a vraiment autre chose à faire que de se désunir. Nous avons au contraire toute une nation à réunir. Commençons par ne pas nous déchirer nous-mêmes, comme on a tant plaisir à le faire. Bref, je pense que Daniel voit très bien à quoi je fais allusion aussi. Regardez par exemple, je citais ça dans un petit entretien donné hier à présent, regardez par exemple une date importante de l'histoire de France, Bouvines. C'est très passionnant. Le roi est vraiment devenu légitime alors que dans les premiers siècles de l'aventure capétienne, ça a duré longtemps, bien entendu, la légitimité était difficile à asseoir, mais elle a gagné, elle a franchi un grand pas le dimanche de Bouvines, parce que le roi avait mis un coup d'arrêt à la progression germanique. Mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Un siècle avant, Louis VI hésitait, alors qu'Othon, le germanique, avançait déjà un peu loin en Champagne. Évidemment, c'est la vieille habitude des Allemands de venir nous rendre visite. Suger, son conseiller, le poussait à intervenir, et Charles VI dit le gros, qui était, je crois, un bon roi, encore qu'on connaisse peu de choses, moi en tous les cas. Louis VI, qu'est-ce que j'ai dit, Charles VI, Charles VI, c'était celui qui était fou, dit-on. Louis VI. Justement, il pose un autre problème, Charles VI, justement. Ah oui, mais on va y venir. C'est pour ça que voilà. Mais Louis VI, un siècle plus tôt, au début du XIIe siècle, hésitait à appeler à son secours la chevalerie française, qu'on appelait l'hoste royal, parce qu'il avait peur de ne pas être obéi. Et Suger lui dit très intelligemment, mais c'est justement parce que vous résisterez. Je ne pense pas qu'il ait utilisé ce mot, mais enfin c'est le mot qu'on utiliserait aujourd'hui, et c'est évidemment le mot que je trouve dans le contexte de juin 40. Si vous résistez, justement, les féodaux vous obéiront. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et Othon recule, étonné que le petit roi de France, qu'on disait si démuni et si peu légitime, justement, parce qu'il prétendait être souverain et défendre à tout le moins la souveraineté qu'il pouvait avoir, est devenu légitime. Parce qu'il se battait, il est devenu légitime. On peut dire que c'est la poule et l'œuf, cette affaire, parce que autant il faut défendre la souveraineté pour asseoir sa souveraineté, sa légitimité, c'est-à-dire être reconnu comme un défenseur, c'est-à-dire comme une incarnation du bien commun, déjà, de la res publica, autant il faut une souveraineté suffisante, une légitimité suffisante pour asseoir sa souveraineté. C'est le problème de Jeanne.
Que fait Jeanne quelques siècles plus tard, 2 siècles après Bouvines? Que fait Jeanne? Elle commence par vouloir asseoir la légitimité de Charles VII, le dauphin réfugié à Chinon, de l'emmener à Reims, sacré, c'est-à-dire le rendre pleinement légitime, pour qu'ensuite il ait assez de force et qu'il reconquiert la souveraineté, ce qu'il fait d'ailleurs, et le geste de Jeanne est admirable parce qu'il se trouve tout à fait à la lisière, au cœur plutôt, de ce cercle vertueux d'une légitimité d'autant plus forte qu'elle défend la souveraineté, et d'une souveraineté qui est d'autant plus facile à défendre que la légitimité, c'est-à-dire le pouvoir d'être, la capacité à obtenir l'obéissance, est assurée. On retrouve ça d'ailleurs, c'est amusant, à plusieurs détours de l'histoire de France, à tous les détours de l'histoire de France. Par exemple, à Valmy, c'est pas un hasard si la République est proclamée exactement le lendemain de Valmy, de la victoire ou prétendue victoire, bien qu'elle soit évidemment moins belle que dans la mythologie républicaine, mais enfin bon, chacun sa mythologie. Mais c'est parce que, à tout le moins, Brunswick avait reculé à Valmy le 20 septembre que le 21 on proclame la République. En somme, c'est parce que la République se sentait capable de défendre la souveraineté qu'elle a pu asseoir ou tenter d'asseoir sa légitimité. Cet entre-deux est vraiment l'élément nourricier, à mon avis, de notre histoire, le ressort nourricier de notre histoire, et on le voit à contrario aujourd'hui. On voit très clairement comment les choses se renversent depuis, depuis 30 ans, 40 ans. Une légitimité du politique, en tous les cas des hommes politiques, d'autant moins assise que l'on sait très bien qu'ils ne se soucient pas de défendre notre souveraineté, que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg, à Francfort, à Washington. Il y a encore d'autres capitales qu'on pourrait citer. Ils sont d'autant moins légitimes que l'on sait très bien qu'ils oublient la souveraineté, et ils ont d'autant plus de difficultés à défendre la souveraineté qu'ils se sentent peu légitimes. Voilà, c'est tout le problème de M. Hollande, par exemple, qui sait très bien qu'il a été élu par défaut, comme la plupart de ses prédécesseurs d'ailleurs, mais enfin avec une connotation particulière, c'est qu'on l'oublie toujours, mais il n'a pas eu 50% des exprimés, François Hollande. C'est très difficile de gouverner quand d'abord le taux d'abstention est élevé, et que même parmi les exprimés, si on tient compte de 2 200 000 votes blancs, pratiquement 2 250 000, eh bien il a eu, au regard des votants, il a eu... et au regard des votants, il a eu moins de 50%. Bien. Au regard des exprimés, oui, mais le blanc est aussi une expression. Donc c'est vraiment des légitimités. La légitimité démocratique acquise dans ces conditions est à peine une légitimité. Donc il est très difficile de lui demander d'être souverain, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que la souveraineté, comme vous le savez, a deux aspects. C'est à la fois la souveraineté de la nation vis-à-vis des hégémonies extérieures, et la souveraineté de l'État, l'autorité, on dirait aussi bien, c'est aussi une souveraineté de l'État à l'intérieur. Voilà, c'est un peu du jus de crâne et de la théorie que je fais pour commencer, mais je crois vraiment que, puisque nous sommes ici au mercredi de la légitimité, il faut réfléchir en effet à son rôle et à son complément indispensable, son frère siamois, son frère jumeau, qui est la souveraineté. C'est d'ailleurs pourquoi les souverainistes, puisque j'aime bien ce mot que je n'ai pas inventé, je l'ai importé tout juste de Québec. J'allais très souvent au Québec quand je travaillais pour la francophonie ou quand je travaillais à New York, mais j'aimais ce mot souverainiste qui, au fond, nous empêchait d'être dits anti-européens, ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire absurde, ou nationalistes, ce que nous sommes, mais avec des connotations qui faussent l'esprit public. Donc je trouvais bien d'utiliser le mot souverainiste comme le faisaient les Québécois, et le hasard, le bonheur, a voulu que je trouve quelques porte-paroles, si je puis dire, c'est-à-dire Philippe Séguin ou Charles Pasqua. Je mettais ce mot dans leur bouche et il est passé. Enfin, dans leur bouche, dans leur texte. Oui, donc dans leur bouche. Et donc dans leur bouche, oui, quand ils le lisaient. Mais Séguin lisait assez bien mes discours. J'étais content de mon porte-parole Séguin. Il s'en sortait bien. Bon, bref.
Toujours est-il que le souverainiste est de fait un légitimiste, c'est ce que je veux dire, et un légitimiste est de fait un souverainiste. Et il faut encore penser à cette dialectique. Je voudrais bien qu'on n'oublie pas le troisième terme, encore une fois, qui est celle de la dialectique du Rassemblement national et de l'unité nationale. Il faut inclure dans ce duo qui est peut-être un triptyque. Mais, parlons de choses un peu plus concrètes, précisément, puisque Jean-Christian m'a demandé d'en parler, c'est le point de départ de ce petit livre. J'ai dit petit parce qu'à l'origine, ça ne devait pas du tout être un livre. Un jour, je rentre chez moi, dans le Poitou, je reçois un texte de Régis Debray, que je connais un peu, qui était très fier de lui, avec un gentil mot. Et je lis son texte, c'était la préface au discours de guerre du général de Gaulle. Il se voulait élogieux à l'endroit ou à l'égard du général de Gaulle, en disant que grâce à lui, l'histoire de France était sortie, enfin la France était sortie de l'histoire en beauté, alors que, sous-entendu, lourd et stupide d'ailleurs, vraiment stupide, si on en était resté sur l'armistice, elle serait sortie de l'histoire, la joue rouge et la honte au front. Bon. Double stupidité. Alors j'étais tellement furibard que je me mets à lui écrire un livre. Je me souviens que j'ai fait ça un soir après dîner, j'ai dû commencer vers 9h du soir, et je me suis aperçu que ça m'inspirait tellement qu'en levant le nez, j'ai vu le jour se lever. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous savez, quelquefois on est pris dans l'écriture, c'est pas possible. J'avais tapé, et puis je tapais à la machine ma réponse. J'avais dû passer 10 heures à ma table de travail, je ne m'étais pas rendu compte. Vous savez, quand on écrit, on est un peu en apesanteur comme ça. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un livre, mais un livre qui était un peu à l'emporte-pièce, puisqu'il fallait le sortir avant la commémoration pour laquelle Régis Debray avait écrit ce livre. Donc j'ai trouvé un éditeur en Suisse, il n'a pas été très bien distribué. Mais je l'aime bien parce que je crois qu'il faut justement réfléchir sans cesse sur ce qui s'appelle la politique française. Il n'y a pas tellement besoin de la réinventer tous les jours. Elle est inscrite dans notre histoire. C'est pas à vous qu'il faut le dire. Il n'y a pas besoin d'inventer la politique de la France. Il suffit de la faire. Et notre histoire parle d'elle-même. C'est une leçon en elle-même. Ce que nos hommes politiques ne savent pas. Je me souviens toujours, puisque je citais de Seguin, je me poussais à être candidat contre ce diablotin de Chirac en 94 ou 95, surtout qu'il se chamaillait avec Balladur. Bref, je lui avais dit, soyez candidat. Il me dit, mais on n'est pas prêt, et supposez qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, écoutez, compliqué, on applique la politique de la France, il n'y a pas besoin de la réinventer tous les jours. Ça ne lui disait pas grand-chose d'ailleurs, c'était assez inquiétant, mais enfin, les hommes politiques républicains sont ainsi faits qu'ils oublient l'histoire, donc ils sont paniqués à l'idée de gouverner un pays qu'ils ignorent, puisqu'ils ignorent son histoire. Mais passons. Bravo. C'est pas gentil pour Séguin, qui n'était pas le pire, ou alors j'aurais pas travaillé avec lui, mais la politique de la France, il faut sans cesse y réfléchir et la retrouver dans son essence, dans ses articulations essentielles, parce que c'est ce qui fera que nous ayons un avenir que nous n'avons pas. Il n'y a pas besoin de la réinventer, il ne faut surtout pas la réinventer, il suffit de la mener. Et la scène de juin 40 est tellement dramatique qu'on y lit comme en plein jour. Et j'avais donc beau jeu de répondre à Régis Debray qui se trompait du tout au tout. Non, la France n'est pas sortie de l'histoire, ni avec De Gaulle, ni avec Pétain. L'UHD, je pense que ça l'a un peu secoué. D'ailleurs, on s'est parlé depuis lors avec beaucoup moins d'aménité qu'avant. Je m'en fiche. Mondanité parisienne ne m'intéresse plus à mon âge. Enfin, il a mal pris. Parce que Pétain n'était pas du tout, je parle en gaulliste, tout au moins gaulliste ça ne veut rien dire, et heureusement, mais en admirateur de l'œuvre du général de Gaulle, la tactique ou la stratégie ou l'idée du maréchal Pétain, qui était d'imposer un armistice, n'était d'abord pas une sottise du tout, au contraire, à mon avis ça s'est révélé assez fructueux, assez salutaire à bien des égards, notamment pour pouvoir faire en sorte que la France battue ne soit pas pour autant défaite, c'est-à-dire qu'elle ne sombre pas dans la déliquescence et qu'il y ait encore un pouvoir. Ça, Maurras l'a très bien dit, un pouvoir, évidemment, qui n'avait rien de rayonnant après la défaite, mais enfin, qui constituait quelque chose, qui a surtout permis de refaire certaines forces,
Il y a l'armée d'Afrique, mais il y a aussi toutes les réformes qu'a faites Vichy, qui sont... La France aspirait, après une telle gifle, à se réformer. Et bon, je pense au cadre du Riage, qui ont ensuite servi de cadre à la 4e République, voire à la 5e République. Enfin, c'était assez fructueux, d'une certaine façon, Vichy. Et je répète, c'est un gaulliste ou un admirateur du général de Gaulle qui parle, encore une fois, le souci de l'unité, de rendre à chacun sa part. Et le maréchal Pétain, au fond, a contribué à faire en sorte que la France ne sorte pas de l'histoire. D'ailleurs, j'ai commencé par dire à Régis Debray, comme vous pouvez dire que la France sort de l'histoire en 1940, alors qu'elle se retrouve au premier rang des puissances dans les années 70. Non seulement en 44 ou 45, c'est un peu évidemment incertain, elle est, comme on dit, pompeusement admise à la table des vainqueurs, mais enfin quand même, elle occupe une partie de l'Allemagne, elle a un siège au Conseil de sécurité, c'est pas rien. Elle retrouve quelques forces militaires, notamment grâce à l'armement nucléaire, grâce à l'œuvre de la 4e et de la 5e République, qui sont au fond moins opposés que le général de Gaulle a voulu le montrer, les gaullistes. Enfin, c'est toujours le problème d'asseoir sa légitimité. Il faut en rajouter un peu, il faut déprécier les autres pour se faire une place, c'est bien le problème. Mais la France est une grande puissance en 1970, 1975, c'est bien après... justement, avec, je lui disais méchamment, avec la génération des Debray, justement, avec une espèce de gauchisme de base, joint à l'internationalisme prétendu de la construction européenne, qui est en fait une destruction européenne, tout le monde l'a compris. C'est une imposture de parler de construction européenne pour une entreprise qui détruit l'Europe, manifestement. C'est à ce moment-là que la France est sortie de l'histoire, et peut-être que l'Europe sort de l'histoire, mais ce n'est pas du tout en juin 40. Et de même, ce que fait le général de Gaulle en 40... En juin 40, c'est alors... Qu'est-ce qui est plus difficile? De faire ce qu'a fait le maréchal Pétain, c'est dur moralement, parce que, évidemment, celui qui admet la défaite, il n'a jamais le beau rôle. Surtout qu'il sait, je pense que le maréchal savait, et les gaullistes ont beau jeu de le lui reprocher, que quand on met un doigt dans l'engrenage d'une entente ou d'un accord ou de quelque relation que ce soit avec un vainqueur aussi terrible et aussi peu soucieux des règles classiques de la guerre qui était le nazisme, on peut aller très loin. Ça l'a mené, hélas, via Montoire, qui était déjà, à mon avis, une erreur, en tous les cas le mot collaboration, jusqu'à Sigmaringen, c'est-à-dire totalement prisonnier de l'ennemi. Non pas qu'il soit pro-allemand, comme on l'entend dire en permanence, c'est des sottises sans rien, mais enfin, il a été pris dans un engrenage. Le fait est, il a sauvé ce qu'il a pu, mais c'était très difficile son rôle, et c'était assez sacrificiel d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il aurait pu éviter, par exemple, le STO. On a quand même rarement vu un chef d'État, si tant est qu'on ait pu parler d'un État, proprement parler, justement, souverain. La légitimité, la souveraineté, elle était l'une comme l'autre difficile à établir à l'époque. Demander à ces nationaux d'aller travailler pour un pays étranger, à plus forte raison celui qui vous avez envahi peu de temps avant. Donc le fait est que c'est un travail très difficile et pratiquement voué à l'échec que se proposait de faire le maréchal Pétain, tout aussi difficile qu'il fut, il ne fut pas inutile. Et de même, était très difficile le pari qu'a tenté le général de Gaulle. Alors, beaucoup de gens ont cru, et ils avaient raison d'une certaine façon, qu'il y avait une sorte de connivence entre eux. Beaucoup de gens sont allés à Londres en pensant qu'ils allaient un jour y retrouver le maréchal Pétain. Et il s'en est fallu d'un jeu que le maréchal Pétain s'installa à Alger et devienne, ce qu'il était aussi d'une certaine façon, mais sans avoir les coudées franches, le chef de la résistance française. Donc vous voyez, c'était des situations tellement compliquées que on ne peut absolument pas simplifier comme l'ont fait Debray et quantité d'autres Luberlu, étourdis. Mais l'idée du général aussi, ça je voudrais la faire comprendre, même pour ceux qui se disent farouchement anti-gaullistes, était une idée très, comment peut-on dire, très installée dans l'histoire de France. C'était un peu Louis VI, si vous voulez. Il faut, pour restaurer une légitimité, se crisper sur la souveraineté et être intransigeant sur la souveraineté pour pouvoir recréer un jour une légitimité qui soit elle-même suffisamment puissante. Voilà. Mais en partant de rien et en faisant ce pari absolument... pour moi, il est métaphysique. En tous les cas, il est platonicien. Vous connaissez la distinction
de toute l'école platonicienne. On lui a assez reproché aujourd'hui dans nos temps très matérialistes, qui consiste non seulement à distinguer, mais quelquefois à opposer la réalité et la vérité. C'est un peu le ressort philosophique de la tradition platonicienne, parménidienne, il faudrait dire. C'est-à-dire, la réalité est toujours un mensonge, puisque la réalité passe. C'est ce qu'explique Platon. Comment peut-on croire que la réalité est une vérité, puisqu'une vérité, en principe, elle est immuable, alors que la réalité, elle change non seulement tous les jours, mais à chaque seconde, n'est-ce pas? Oui. Bon, la réalité de l'instant où je parle n'est pas celle de l'instant où vous parliez. Donc, ce n'est pas une vérité, la réalité. C'est jamais une réalité. C'est jamais une vérité. Il faut opposer, quelquefois même, à la réalité souffrante, la vérité qui est, dans l'esprit du général de Gaulle, l'éternité de la France, ou l'idée que la France est une idée, et donc elle ne meurt jamais. Et ça, ce pari très, très métaphysique, hein, enfin, platonicien on peut dire, mais proprement métaphysique, je crois que c'est une grâce qui a été donnée à la France, que quelqu'un le tenta, et d'une certaine façon le réussit. Mais tout ça se passe dans des circonstances, j'aurais dû commencer par là, tellement dramatiques que, évidemment, tout le monde fait des erreurs dans cette affaire. De Gaulle a fait des erreurs, notamment une erreur terrible, répétée sans cesse, c'est-à-dire qu'il a déprécié la légitimité du maréchal Pétain, évidemment pour asseoir la sienne. Mais c'était terrible de faire ça, et c'était assez coupable. Et ça l'a été encore plus à la Libération, encore plus. Parce que là, on ne travaillait pas pour l'unité nationale, et on fabriquait une légitimité qui était viciée dès le départ, puisqu'elle niait une autre légitimité qui concourrait au rétablissement de la légitimité politique. Alors ça, je le lui reproche. Et encore une fois, pensez à ce qu'était ce mois de juin 40. Il paraît que le pape était horrifié lorsqu'il a appris que la France demandait l'armistice en disant « la chrétienté est perdue ». Eh bien oui, représentez-vous l'état du monde en juin 40. Les deux principales puissances militaires, elle venait de le montrer, l'Allemagne et puis la Russie, étaient liées, alliées par le pacte Staline-Ribbentrop du mois d'août précédent et qui a duré pratiquement 2 ans. Deux puissances, je vais dire démoniaques, en tous les cas, d'un matérialisme et d'une opposition à la tradition européenne chrétienne déclarée et vouée à la perte de la tradition chrétienne, que ce soit le communisme ou le nazisme. La troisième puissance, muette, les États-Unis ne bougent pas. Non seulement ils se lavent les mains, mais ils attendent que l'Europe se détruise toute seule. Ça, ils ont bien attendu, jusqu'à pouvoir la bombarder en 1944 et 1945, en veux-tu, en voilà, pour être sûr de pouvoir régner ce qu'elle fait depuis 60 ans. Bon, alors le cynisme américain ne vaut pas beaucoup mieux que comment peut-on dire, la vocation destructrice du nazisme et du communisme. Trois grandes puissances du monde vouées à la destruction de l'Europe, en fait. Quoi en face? Une France, oui, mais vaincue, c'est-à-dire qui ne compte pas beaucoup. Une autre puissance, la Grande-Bretagne, qui manœuvre, se replie dans un premier temps, dans des conditions rien de louables, en tous les cas pas magnifiques, je pense à Dunkerque, et à un Premier ministre dont la légitimité, pour le coup, n'est pas très assise, parce qu'une partie de son cabinet, une grande partie de son cabinet n'attend qu'une chose, c'est de pactiser avec Hitler. D'où l'effroi dont le cardinal... j'oublie son nom au moment de le citer, je parle d'une lettre terrible de ce cardinal. Son nom va me revenir, pardon. Qui était à Rome ou à Paris? Qui était à Rome. Ah, oui, et qui oui. témoigne, son nom va me revenir, oui, et qui témoigne de l'angoisse du pape devant le fait que la France étant vaincue, la chrétienté n'a plus d'épée. Et la France est l'épée de la chrétienté. Cardinal français. Oui. À Tisserand. Tisserand, bravo. Français. Je cite une lettre de Tisserand que je ne comprends pas qu'elle ne soit pas plus connue parce qu'elle est très angoissante. Elle est très angoissée et angoissante. Il faut comprendre ce que c'était la situation des Français, de la France, seul au monde et défaite, ou presque seul au monde et défaite, alors que toutes les puissances de la Terre sont vouées à la destruction. C'est une situation diabolique. Le démon est là et le démon triomphe.
alors que les acteurs fassent au milieu de tout ça ce qu'ils peuvent, quelquefois des choses lumineuses, quelquefois des erreurs, je pense que des deux côtés, il faudrait avoir un peu de, comment peut-on dire, de compréhension de la difficulté de la situation. Et dans les années qui suivent, pour aller vite, on pourrait dire que la fameuse thèse de l'épée et du bouclier se vérifie pied à pied. Oui, Pétain, Éric Vénère en parle par exemple dans son histoire secrète de la résistance, et c'est très bien fait, mais le Groignec en a parlé. Je rends hommage à Michel Leparmieu qui m'a souvent éclairé sur bien des aspects de cette résistance de Vichy qui va même jusqu'à financer des mouvements de résistance. Et encore une fois, je dis ça parce que je suis confondu de voir la haine qui peut opposer 70 ans plus tard des Français entre eux, alors même que les acteurs dont ils se réclament, bon, certes, le maréchal a fait condamner à mort le général, et le général vouait le maréchal aux gémonies. Donc, certes, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Mais enfin, le général de Gaulle dit un jour à son fils Philippe, heureusement que le maréchal était là. Et Philippe de Gaulle en témoigne encore aujourd'hui. Il vit non loin d'ici, et il dit, mon père m'a dit, heureusement que le maréchal était là. Il a dû lui dire ça en 1941 à Londres. Et il l'a répété souvent. De l'autre côté, le maréchal continuait à espérer restaurer un lien avec le général de Gaulle. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il dit à plusieurs de ses proches qu'il faut renouer les liens avec Alger, de Gaulle se transportant à la fin de la guerre, peut-être 1943, à Alger. Et même c'est assez touchant parce que il savait avant que cela soit fait, il savait qu'il ne serait pas condamné à mort puisque le général le protégerait. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et encore à l'Île-Dieu, alors ça, je trouve ça très 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 touchant. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a une émission de télévision récente sur le maréchal Pétain qui est diffusée dimanche dernier. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne Histoire, qui est assez touchant. Un jour, il est quand même très âgé. On est en 49, 50, 51, près de sa mort. On adoucit les conditions de sa détention. Il a quelques douceurs et comment? Il sort du fort. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Et il dit à un des geôliers, vous remercierez De Gaulle, comme si c'était De Gaulle qui avait obtenu cet adoucissement. Il croyait encore qu'il en était protégé. Alors on sait, de toute façon, je ne vais pas revenir là-dessus, bien qu'elle soit intéressante. Tout ça c'est un drame à l'antique. On sait les relations qu'il y avait entre le maréchal les années 20 et 30. Et le futur général. Le maréchal a toujours une tendresse pour le général. On sait qu'il a remonté ses notes à la sortie de Saint-Cyr parce qu'il trouvait qu'il était mal noté, qu'évidemment le ton un peu hautain de roi en exil du général le faisait mal voir de ce qu'il notait. Le maréchal était bluffé devant le personnage, lequel personnage lui a rendu maints hommages, et pour commencer à appeler son fils Philippe en hommage au maréchal, c'était déjà un signe de presque filial. Bon. Bref, donc jusqu'au bout, il y a eu. Enfin, ces êtres ne se sont pas. On peut dire, ils ont navigué en se conservant du regard, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je suis affolé de voir 70 ans plus tard des guerres stupides entre ceux qui se réclament de l'un et de l'autre, sans savoir qu'il y a non seulement explicitement, mais de toute façon implicitement une connivence. Et un jeu qui a justement concouru en partie à créer les conditions propres à redonner à la France toutes ses chances, alors qu'en juin 40, ça n'était pas donné. Voilà, je ne sais pas si je peux vous dire beaucoup plus de choses. Vous m'avez demandé 3 quarts d'heure. C'est bon. Une quarantaine de minutes. Je préfère ne pas être trop long si par hasard, je pense que bien sûr, merci. Ça se présente. Vous avez des observations, simplement des commentaires ou ajouter des choses, même si ce n'est pas sous forme de questions. Je dirais pour conclure que c'est pour ça que j'insistais sur l'unité. Je suis très angoissé à l'idée que nous ne soyons pas capables, nous autres Français ou Gaulois, c'est même tellement dramatique qu'on est presque
je ne sais pas moi, des comment appelait-on ces dignitaires byzantins qui évoquaient des diadoques. C'est ça, oui, je ne sais pas, vous devez le savoir, qui se battaient tandis que les Turcs étaient aux portes au XVe siècle à Byzance, qui se battaient sur des sujets absolument secondaires, comme on le fait aujourd'hui sur la déchéance de nationalité, des trucs qui n'ont finalement aucune importance symbolique, si, ça devrait être réglé. Voilà, on ne donne pas la nationalité à quelqu'un qui en prétend vous détruire. Bon, c'est tout, c'est très compliqué, pas besoin d'en parler, comme s'acharne à faire la presse depuis 3 mois. Tandis que l'ennemi est aux portes. D'ailleurs, d'une certaine façon, l'ennemi est toujours aux portes. Voilà, là, il est plus qu'aux portes. Il a dépassé les portes, n'est-ce pas? Et il est dans la ville. Il n'a plus de portes. Il est dans la ville. Il n'a plus de portes, si l'on peut dire. Et au milieu de tout ça, on se battrait pour savoir qui, dans les circonstances extraordinairement dramatiques, obscur, tout le monde étant dans le brouillard. Il faut savoir que c'était absolument inattendu, cet effondrement français. Qui pouvait le prévoir? La terre entière en était stupéfaite. Alors les Français étaient les premiers stupéfaits. Il faudrait, à mon avis, une sévérité qui confine à l'imbécilité pour refuser de voir qu'il y a eu au fond plus de valeur, plus de gloire, plus de dignité, plus de courage dans tous les camps, qu'il n'y a eu de faiblesse. Et je crois, ça je m'acharne, c'est un autre sujet, mais je peux conclure sur ce sujet, je crois qu'une part, il y a dans la réconciliation entre les deux traditions, encore une fois, pas si opposée que cela, la tradition dite pétiniste et gaulliste, dans cette réconciliation porte en elle une part de ce qui est absolument nécessaire, qui consiste à recréer aujourd'hui une force nationale qui défende la France au moment où elle roule sur des pentes extrêmement dangereuses. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un des éléments qui permettrait de reconstruire ce qui nous manque tant, c'est-à-dire une droite française. Je suis très stupéfait, je ne suis pas venu pour vous parler politique, mais je suis quand même très stupéfait qu'à l'approche... En effet. Enfin, on ne fait que ça. Mais enfin, la politique, c'est l'histoire. Enfin, j'aime la politique dans la mesure où c'est l'histoire. Oui. Là, je ne sais pas si on est tout à fait dans la grande histoire en parlant des présidentielles de l'an prochain, mais enfin, c'est dans un an. Je suis stupéfait qu'une France... La préoccupation des Français sont très massivement des préoccupations en termes de sécurité, de valeur, des préoccupations de droite. Là, on n'aura pas un seul candidat de droite. C'est invraisemblable. Peut-être parce que la droite ne sait pas se penser elle-même, justement. Peut-être parce qu'elle est trop déchirée. Peut-être qu'elle est trop déchirée pour des querelles anciennes qui la déchirent indûment et scandaleusement et dangereusement. Mais je ne sais pas, des candidats de gauche, on en aura beaucoup, des candidats du centre, on en aura pas mal aussi, d'autant que les candidats de droite et du centre, ce qui ne veut rien dire, et on voit bien qu'ils sont plus du centre que de la droite, quand ce centre n'est d'ailleurs pas du centre-gauche, ou même du gauchisme banal, type certains maires de Bordeaux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Bordeaux est toujours la capitale de la défaite, donc c'est son tour. Bon, soit 70, 14 ou 44. Oui, je sais, Daniel, toi aussi. Et alors Bon, bref, mais qui incarnera la droite française? Même Marine Le Pen prétend qu'elle est ni à droite ni à gauche. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai quittée, elle est plus à gauche qu'à droite. Donc c'est invraisemblable que l'on soit incapable, mais le sujet de ce soir, et notre incapacité à penser la tradition politique française dans son articulation multiséculaire, notre incapacité à dépasser les blessures très anciennes est la cause très certainement de cette situation où la droite ne se pense plus elle-même, elle ne s'affirme plus elle-même. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai débaptisé récemment la revue que j'ai lancée il y a quelques années, Les Cahiers de l'Indépendance, qui n'est plus une revue qui se veut souverainiste d'après son sous-titre, mais qui se veut une revue de droite tout simplement, puisque notre sous-titre est maintenant Repenser la droite pour relever la France. Voilà. Donc je fais une conclusion un peu politicienne, pardon, Jean-Christian, mais c'est pas une raison pour ne parler que de cela à présent. Je voudrais qu'on en revienne peut-être au cœur du sujet, c'est-à-dire l'histoire de France, qui est toute une. Merci de votre attention.